28 degrés dans tout Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu Université de vacances 2026 des enseignants de la maternelle et du primaire, 200 au total. Ils sont outillés sur l'intelligence artificielle à Nati Tengou dans le cadre de cette initiative mise en œuvre par l'INFRE. Les détails à suivre dans ce journal. On vous emmène à la rencontre d'une jeune guide touristique dans la cité de Kwassé. Elle se démarque par son amour pour la profession. Son portrait à suivre, bien sûr, dans cette édition. Et puis, la gente féminine est devenue adepte de cela ces dernières années. Il s'agit bien du make-up, cette pratique qui consiste à embellir le visage avec des produits de maquillage. Une équipe s'est intéressée à ce que cela pourrait bien coûter aux femmes. Le reportage à suivre dans ce journal. À nouveau, bonjour. À Nati Tengou, les enseignants de la maternelle et du primaire se familiarisent depuis le 24 août 2026 avec les outils de l'intelligence artificielle. Ils sont au total 200 venus de divers horizons à prendre part à l'édition 16 de l'Université de vacances, une initiative du ministère des enseignements maternels et du primaire mise en œuvre par l'INFRE. Cette rencontre se tient au lycée militaire des jeunes filles de général Mathieu Kéréko de Nati Tengou à la Sanaoula. C'est parti pour la 16e édition de l'Université de vacances organisée par le ministère des enseignements maternels et primaires. Le top a été donné par le ministre de tutelle. Face à lui, plus de 200 enseignants ont répondu au rendez-vous de Nati Tengou. Pendant 5 jours, ces enseignants vont réfléchir autour du terme l'enseignant augmenté par l'intelligence artificielle vers un nouveau paradigme de facilitation pédagogique. Les travaux de cette université de vacances devront poursuivre alors un double objectif: explorer les potentialités de l'intelligence artificielle et, avec le même sérieux, en analyser les limites, les risques et les conditions d'une appropriation pertinente dans nos réalités éducatives béninoises. Nous sommes face à une obligation de résultat puisque le gouvernement du Bénin, sous le leadership éclairé de son président, son Excellence Romia Wadaï, accorde une importance claire et nette au numérique, à la digitalisation, qui doivent impacter positivement notre système éducatif. Plus qu'un rendez-vous annuel de formation, l'Université de vacances traduit l'engagement collectif des enseignants à faire de la formation continue un véritable levier de transformation des pratiques pédagogiques et d'amélioration de la qualité des apprentissages. L'enseignant aujourd'hui évolue dans un environnement en profonde mutation. C'est précisément cette évolution du métier d'enseignant qui donne tout son sens à l'Université de vacances. À travers ce dispositif de formation continue, l'initiative contribue au renforcement des compétences professionnelles des enseignants et à leur adaptation aux nouveaux défis de l'école contemporaine. Je voudrais également encourager les participants. L'intelligence artificielle fait désormais son entrée dans les salles de classe. À Nati Tengou, l'Université de vacances ouvre une nouvelle réflexion, celle d'une école où l'intelligence artificielle vient renforcer plutôt que remplacer l'action de l'enseignant. Pour bien encadrer et prendre soin des visiteurs qui prennent d'assaut la ville de Ouidah, de nombreux guides touristiques professionnels sont sur le terrain. Bien formés et organisés, ils conduisent avec aisance les touristes en leur faisant découvrir les merveilles du Bénin en général et de Ouidah en particulier. Dans ce lot, une de nos équipes de reportage a repéré une jeune guide touristique dont elle nous propose ici un bref portrait. Vous avez ici devant lui son chapelet. Le chapelet, dans notre langue, on appelle ça le haklet. À peine le quart de siècle, Alexandra Dogoni se fait déjà remarquer dans son secteur. Très appréciée par ses aînés, cette jeune guide touristique professionnelle fait la fierté du tourisme béninois. Sa passion pour ce secteur est sans égale. Le tourisme, c'est d'abord une histoire de passion. Il faut être vraiment passionné parce que ce n'est pas facile du tout d'être guide. Il faut planifier tout un séjour. Il faut savoir ce que chacun veut, ce que chaque visiteur veut. Il faut aussi savoir comment dire telle ou telle chose pour ne pas heurter la sensibilité de l'autre. Ici à Ouidah, il y a beaucoup de sites que quand les visiteurs viennent, ils vont visiter, à savoir le temple de Python,
la forêt sacrée, la route des personnes esclavagisées. Et donc tous ces sites-là, c'est à moi de leur faire découvrir, c'est à moi de leur présenter ces sites-là. Avec sa licence professionnelle en tourisme, Alexandra se démarque très vite par sa perspicacité et surtout sa profonde envie de faire découvrir au monde les merveilles de son pays. Nous avons beaucoup plus d'afro-descendants qui viennent. Et donc c'est eux qui reviennent beaucoup plus actuellement pour pouvoir se ressourcer à leur terre natale et aussi pour pouvoir connaître leur histoire. Et en même temps, nous avons aussi les Européens, les Français, les Anglais, etc. Attention, protège-toi, méfie-toi de tes proches. Il ne dit rien, là, ok. Voilà, donc toute vérité n'est pas bonne. Actuellement, avec tout ce que le gouvernement est en train de faire, oui, il y a beaucoup de Béninois qui ont commencé par sortir, qui sortent maintenant pour pouvoir découvrir leur pays, ce qui ne se faisait pas avant. Plus qu'un travail, c'est une passion pour la jeune guide touristique professionnelle qui caresse le rêve de faire très rapidement son master en tourisme et se consacrer aux études doctorales afin d'apporter sa contribution à la vivacité du tourisme béninois via les résultats de ses recherches. En attendant, elle prend du plaisir à tenir en haleine les nombreux visiteurs qui ont soif de la richesse culturelle du Bénin. On reste dans la cité de Passé pour redécouvrir l'un des pans les plus douloureux de l'histoire. Il s'agit du parcours des esclaves. Quel est le point de commencement du supplice de nos ancêtres embarqués dans cette aventure obscure et quelles en sont les différentes étapes jusqu'à leur destination, leur départ pour une destination inconnue? Élément de réponse avec Hugues Vingbe et Rachidi Soubérou. Des touristes et leurs guides bravant l'ardeur solaire de l'après-midi pour une immersion au cœur de l'histoire de la traite négrière. Nous sommes à la place aux enchères, ex-place Tcha-Tcha. Des histoires douloureuses, beaucoup de tristesse, mais ça a été, je trouve, bien réapproprié par les Béninois pour tirer le maximum de cette époque. Voilà. Je pense qu'elle ne ressemble pas à ce qu'elle ressemblait à l'époque, mais en tout cas, elle a bien été retapée et l'arbre au milieu est très beau. En effet, première étape de leur sombre itinéraire, ce site a été jadis la plaque tournante du commerce des esclaves. Donc c'est ici que se tenaient les enchères publiques. Quand on amenait les esclaves des collines, d'Abomey, de Savalo, de Dassa, de Kétou, de Banté, c'est ici on les amenait. Et on les amenait en file indienne, enchaînés, sous le coup de fouet. Et quand ils viennent ici, c'est à ce lieu que se tenaient les enchères publiques. En dehors de cet arbre, planté pour remplacer ce qui était le grand arbre du site, effondré en 2024 au même endroit, ces jarres renversées méthodiquement alignées représentent la principale attraction ici. Moi, je peux les comparer à notre tradition qui nous permet aussi de préserver les mémoires de nos maisons, les mémoires liées à la traite négrière. Marqués au fer, les esclaves sont ensuite conduits devant l'arbre de l'oubli, dont ils font le tour 9 fois pour les hommes et 7 fois pour les femmes. Ils font ces différents tours pour oublier leur culture, leur tradition, leurs racines et perdre tout repère géographique pouvant leur permettre de retrouver le chemin de leur maison, de retrouver le chemin de leur terre natale. S'ensuivront les étapes de la case Zoumaï, théâtre de violence et d'horreur à Zumbodi, de l'arbre du retour, puis celle de la porte du non-retour. Cette dernière est le point de départ pour le continent américain. Le bateau négrier nouvellement construit par le gouvernement est un rappel puissant de cette traite des fils et filles du Bénin. À Cotonou, des routes se modernisent, mais d'autres sont encore dans leur état de dégradation. C'est le cas, par exemple, de la voie pavée du carrefour 16 ampoules qui mène à Saint-Michel. Sur ce tronçon, les racines d'arbres plantés le long du terre-plein central détruisent l'infrastructure routière, une situation qui met à mal la bonne circulation des usagers. Quels arbres plantés le long des voies et sur les terre-pleins centraux pour allier sécurité, esthétique et protection de l'environnement? Teddy Goudalo et Mofid Sabouran nous répondent dans cet élément. Au quartier Gbedjo-Mendi, en plein cœur de la ville de Cotonou, un phénomène attire l'attention des usagers
de la route. Le long de cet axe très fréquenté menant au marché d'Antokba, les racines de certains arbres plantés sur les terre-pleins centraux se développent au point de soulever et de fissurer progressivement la chaussée. Si on conduit la moto là-dessus jusqu'à arriver à la maison, on est tout fatigué. En allant comme ça, les boulons se dévissent, ça nous fatigue toujours. Pour les piétons, pour les motocyclistes, comme pour les voitures, c'est très difficile. Moi, j'utilise souvent la voiture, mais quand tu passes à chaque fois, ça fait du bruit et ça secoue tout le moteur. Donc parfois, tout le temps, il faut être au garage. Et c'est dû aux racines de ces arbres-là qui sont installés dans les terre-pleins et qui malheureusement dégradent la voie. Une question essentielle se pose donc. Quel arbre planter le long des voies et sur les terre-pleins centraux? Par exemple, il y a le superba, il y a le tiliquio du Gabon et un terminalia qui est différent parce que le terminalia, il y a beaucoup de sortes. Il y a le grand terminalia qui était celle qui est là-bas. C'est celle-là qui était plantée un peu partout et qui faisait des racines et qui cassait des choses. Nous, on a deux à Timon, contre les bonus à Léonagno, et on a deux palmiers royales, on a deux palmiers Vincia, on a deux cordia. Nous, on a Washington, on a deux parce que palmiers ne les racines et ton, et on va pavé à racines et ton, et on doux. L'arbre urbain n'est pas qu'un élément décoratif. Il joue un rôle majeur dans la régulation de la température, la réduction du bruit et l'amélioration du cadre de vie des usagers de la route. Donc ils n'ont pas vraiment su choisir les arbres qu'il faut dans les trottoirs. Et des fois, ça fait même tomber. Quand tu veux traverser et tu ne regardes pas bien le sol, ça fait tomber. C'est sûr que ces racines-là, ouais, que c'est des arbres qui ont duré, ça a déjà fait longtemps, ça a déjà fait des années. Les racines peuvent même quitter, c'est-à-dire s'enfoncer jusqu'au niveau des pavés et aller même au niveau des chambres, on ne sait pas. Face à cette dégradation progressive de la chaussée, de nombreux usagers espèrent une intervention rapide des autorités compétentes. En attendant, les racines continuent leur avancée silencieuse au risque d'accentuer les dommages déjà visibles sur cet axe stratégique. Ils passent désormais presque leur quotidien à travers les hameaux de maison en maison en jouant un rôle non négligeable. Ils servent d'intermédiaire entre bailleurs et clients pour la location des chambres, des maisons ou pour l'achat de parcelles et autres. Les démarcheurs, depuis quelques années, sont devenus un acteur clé de la chaîne de l'immobilier au Bénin. Mais une fois entrés en contact avec ces intermédiaires de terrain, le martyre se présente sous diverses formes. Dans ce reportage, nous vous proposons de suivre les réalités auxquelles sont souvent confrontés les clients lorsqu'ils font recours aux démarcheurs. Plus qu'un service, c'est un passage important dans le processus de location de chambres. Dans la quête de ce besoin immobilier très prisé à Cotonou et à Bomé-Calavi, pour ne citer que ceux-là, des centaines de foyers et milliers de jeunes se réfèrent à ces démarcheurs dans l'espoir de vite trouver satisfaction. Mais cette satisfaction n'est toujours pas au rendez-vous. Cet après-midi, Rodrigue, un jeune proche de la trentaine, est en pleine discussion avec l'un de ces intermédiaires entre bailleurs et locataires. Si tout va bien, si ça marche, on va lancer photos en même temps. Ok. Mais ni de dagbele quoi. Ça fait déjà plusieurs jours que Rodrigue est à la recherche d'une nouvelle chambre à louer. Mais il est confronté à un comportement qui ne se fait pas rare chez les démarcheurs. J'ai appelé un démarcheur, je lui ai dit que la chambre que je veux que ça soit proche du goudron. Et il m'a fait tourner jusqu'à... On est allé dans une zone reculée qui est un peu loin du goudron. J'ai dit, monsieur, ce n'est pas ce que je voulais. Et il m'a dit non, que lui, il doit prendre son agent de visite d'abord avant de m'amener encore dans une autre maison. Le périple se poursuit donc pour ce jeune rencontré à Bomé-Calavi. Tout comme lui, ils sont nombreux à tomber sur ces démarcheurs qui sont parfois à la recherche de plus de profit sur les clients qui leur font recours. Et ces rencontres se transforment en de mésaventures presque inoubliables. Un jour, je devais prendre une parcelle et j'ai commencé le paiement parce qu'ils avaient autorisé le paiement par tranche. Ils m'ont dit que c'était plus possible d'avoir la parcelle que j'avais choisie au début et qu'ils avaient d'autres parcelles dans d'autres localités. Donc, ils voulaient carrément m'imposer leur choix. Même si la chambre n'est pas bonne, tu es obligé de payer. Voilà, et tu seras en train de faire tout
toutes ces tracasseries-là, jusqu'au jour où tu trouves la bonne chambre. Nombreuses sont ces situations qui transforment de plus en plus le recours aux démarcheurs en un véritable calvaire pour les clients. Une difficulté qui prend de l'ampleur. Mais on peut leur demander d'être un peu sérieux dans ce qu'ils font parce que nous souffrons tous. Ils n'ont qu'à arrêter, de se comporter comme ça avec nous. Un appel pour plus de professionnalisme. Un message à l'endroit des démarcheurs qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreux dans le secteur de l'immobilier. Ils se doivent de relever le défi de la satisfaction des clients avec moins de goulot d'étranglement. Comme annoncé en titre, le make-up, mot anglais pour désigner l'utilisation de produits cosmétiques pour embellir, modifier ou transformer l'apparence du visage, entre dans le quotidien de nombreuses personnes. Ces dernières années, il est surtout utilisé par la gente féminine. Derrière cette action se cachent des prix que l'on n'aurait pas imaginés. Florence Bossa nous en parle à travers ce reportage. Art ancestral, consistant à décorer et embellir, dissimuler les défauts et mettre en valeur les qualités esthétiques du visage. Le make-up fait notamment le bonheur de nombreuses femmes au Bénin. Si pour certaines, c'est un impératif à toute occasion de sortie, pour d'autres, le make-up se limite au cadre professionnel. D'autres encore n'en font pas du tout leur tasse de thé. Alors c'est vrai que moi je ne fais pas tout le temps le maquillage, voilà. Mais le boulot oblige, du coup quand on est là, on se fait maquiller. Moi généralement j'aime pas le make-up, mais j'aime le simple maquillage. De nature j'aime pas tout ce qui va m'indisposer, donc maquillage, est-ce que je ne fais pas? Je fais, mais de façon sobre. Pour la professionnelle, il existe plusieurs types de make-up. Nous avons 3 types de maquillage. Nous avons le maquillage du jour, et le maquillage de nuit et le maquillage artistique, encore appelé le maquillage de transformation, utilisé par les acteurs cinématographiques. Et pour se faire sublimer, il faut bien mettre la main au sac à main. Le coût du make-up varie en fonction des besoins exprimés et des événements. On peut faire un maquillage, une mise en beauté simple, avec 2000 francs CFA. C'est possible. Et pour quelqu'un qui veut faire une sortie le soir, peut-être pour aller à une soirée, on peut prendre 5000. Pour un maquillage de nuit, et communément chez nous, c'est quand nous avons les cérémonies de dot, de mariage civil et tout. Les prix varient, ça varie par rapport à ce que la cliente veut. Pas ça, il y a le déplacement aussi qui compte. Donc on peut dire pour un maquillage de dot, si la personne a peut-être 3 sorties à faire, avec des foulards. Si la distance n'est pas trop loin, on peut prendre jusqu'à 50, 80, 100, ça dépend. À noter que le make-up n'est pas qu'une affaire de femmes, c'est presque le quotidien de certains hommes, notamment des présentateurs télé. Je me sens si belle. On s'intéresse à présent à ces articles qui ont fait la pluie et le beau temps à une certaine époque dans la vie de certains Béninois. Parmi ces articles, on pourrait citer les anciens disques appelés vinyles ou encore cassettes à bande chez les amateurs de musique, des lanternes et lampions usités pour l'éclairage domestique ou du réchaud à pétrole utilisé dans la cuisine. De leur usage, certains Béninois gardent de précieux souvenirs. Sur les traces de ces articles qui disparaissent peu à peu, nous allons au marché d'Antopa. Après plusieurs minutes de marche dans ce gigantesque centre commercial, nous retrouvons Dame Élise. Sur son étalage, cet accessoire de cuisine dans lequel on met du feu pour préparer ou réchauffer les repas. Il s'agit du réchaud à pétrole, longtemps utilisé par les femmes. Les gens n'achètent plus vraiment. Mais si quelqu'un en a besoin, il vient l'acheter. Il n'y a pas que le réchaud qui est en passe de disparaître. Même les lampions utilisés pour éclairer les marchés de nuit, la cour des maisons, les places publiques dans les villages et les lanternes, autrefois source de lumière dans les chambres, se font de plus en plus rares. Conséquence, leur prix d'achat est en nette augmentation. La lanterne, son dernier prix, c'est 2000 francs le petit format. Le plus grand, son dernier prix, c'est 5500. Le petit réchaud, on le vend à 4500. Le grand, à 5500, parfois 5000. On se rappelle, comme si c'était hier, les moments de gloire de ces cassettes à bande, de ces postes téléviseurs à écran cathodique
ou de ces vieux disques appelés vinyles. En son temps, en 1978-79, j'étais avec mon père et je l'ai vu, il jouait certaines musiques, mais avec une magnétophone façon, et le disque est un disque noir et il le change. Il change et bon, j'attends des salsa, des El Rego, des musiques pour les El Rego, les aiko langa langa. On utilisait les anciens disques, les cassettes abondent dans le temps. Ces disques étaient joués grâce au grand tourne-disque sur lequel ils étaient posés. C'était chez le mari de ma tante quand j'étais enfant. On chantait et on dansait. La belle époque vraiment. Sinon, moi j'ai connu les disques 33 tours, les 45 tours que mon papa jouait dans le temps. J'ai connu ça dans les années 84, 85, 86 jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, on n'en trouverait plus. Il y a beaucoup de lampions. Des lampions fabriqués à base d'argile. Et on appelle ça kozogbin. Aujourd'hui, on n'en trouverait plus. Ça nous manque beaucoup même. La liste des articles dont l'usage était ancré dans les habitudes des Béninois est longue. Certains résistent encore au temps. D'autres, par contre, tombent peu à peu dans l'oubli. Elles ont traversé des âges et continuent de faire parler d'elles dans les cultures africaines et notamment au Bénin. Ces superstitions, même si beaucoup y croient, sont sans intérêt également pour bon nombre de personnes. Pour les croyants, il s'agit des interdits à respecter pour ne pas attirer la colère des divinités sur soi. Les superstitions, entre croyances, mythes ou réalités, c'est un mini-magazine signé Ingrid Day et Elvis Tonogwa. On les a tous déjà entendus une fois au moins, à un moment ou à un autre de la vie, ces croyances au présage. On ne puise pas de l'eau la nuit. On ne siffle pas la nuit ou encore, il est interdit de s'asseoir sur une table ou de se laver avec du savon la nuit. Autant de superstitions qui ont baissé l'enfance de plus d'un et qui se transmettent de génération en génération. Alors, les superstitions, c'est un ensemble de croyances fondées ou non fondées que nous percevons de notre environnement, de notre quotidien et qui sont dues à des expériences que nous avons par rapport à tout ce qui nous entoure, de visible comme de non visible. Par exemple, je suis commerçante. Quand je sors, il ne faut pas que je croise un homme. Si je croise un homme, c'est que c'est foutu pour moi, pour les affaires. J'ai chaque société qui crée sa superstition. La superstition, c'est des types de lois qu'on met en place pour pouvoir guider la société, pour pouvoir ordonner la société, pour pouvoir s'entendre sur un certain nombre de choses afin de réguler la société. Ces croyances au présage existent dans toutes les cultures africaines avec des explications variables d'une région à une autre. Des exemples de superstitions, il en a à foison, même si la plupart de ceux qui y croient ignorent vraiment leur signification. Esprit mauvais de Wayele, il a fait d'aucun bois à compter. Et si bien présenté, bon, nous n'avons rien à faire. Donc, nous avons dit, nous avons ça peut être une réalité parce qu'on y croit. Et à partir du moment où on y croit, on y a foi. Ça peut avoir un impact sur notre comportement, sur notre devenir. Mais pour celui qui n'y croit pas, bien, vous comprenez naturellement que ça peut ne pas agir sur sa vie et sur ses comportements. Donc, est-ce qu'il faut y croire? Tout dépend de l'éducation que chacun a reçue, tout dépend de l'environnement dans lequel chacun a évolué. Par exemple, on dit quand vous balayez la nuit, vous serez pauvre.
Bon, c'est des questions. Maintenant, reste à savoir si tous ceux qui sont pauvres, c'est des gens qui ont balayé la nuit, ou tous ceux qui sont riches, est-ce que c'est des gens qui n'ont jamais balayé la nuit? Donc, contrairement à ceux-ci, d'autres n'y voient pas d'intérêt. Pour eux, ce sont juste des histoires inventées de toutes pièces par les parents. Les mieux avertis corrigent le tir. Dieu a créé chaque peuple avec ses interdits. Ceux qui ne croient pas à ces interdits vivent sans repère. Le socle sur lequel le monde est assis, c'est ça qu'on appelle interdit. Les interdits protègent contre beaucoup de choses. Lorsque vous respectez vos interdits, la sorcellerie qui sévit ne pourra pas vous faire face facilement. Lorsque vous respectez les interdits, les petites maladies, les maladies qui n'ont pas leur source dans la médecine ne pourront pas vous attaquer. C'est lorsque vous ne respectez pas vos interdits que vous êtes malade de ci ou de ça, vous tombez dans ci ou de ça, et ça, les malheurs vous frappent. Da Kanlihenon va encore plus loin dans ses explications. Il nous livre ici quelques interdits de ses origines et les conséquences subséquentes. Lorsque vous êtes à Nanou Dokon, comme Da Kanlihenon à Zondekon, chez nous par exemple, la femme que nous avons mariée et qui porte notre enfant au dos ne doit pas balayer. Lorsque vous mettez une marmite sur le feu, vous ne devez pas mettre le couvercle à l'inverse pour préparer à votre mari. Ça va le rendre impuissant. Lorsqu'on dit dans notre tradition qu'on ne balaye pas la nuit, c'est l'interdit des Arwanovi ou Lanou parce qu'ils sont des fils de Sakpata. Vous allez entendre que quelqu'un a versé de l'eau par terre la nuit et le lendemain, tous ses enfants sont malades. Ou quelqu'un a fait accident mortel dans sa maison. Voilà les conséquences. Ces choses arrivent et l'origine de ces mots-là, vous les recherchez ailleurs, alors que c'est dans vos pratiques. À en croire les mieux aguerris sur la question, les superstitions constituent des normes sociales régulant la société et les interactions entre les hommes. Il faut croire à ce genre de choses comme des constructions sociales qui ont valeur éducative. Ces interdictions-là, c'est pour pouvoir éduquer le peuple, c'est pour pouvoir obtenir du peuple un comportement hygiénique. La première fonction, c'est d'éduquer la population à aller peut-être dans le bon sens. Mais en même temps qu'on met en place ces interdits sociaux, on met en place ce que nous appelons en sociologie des formes de mobilisation sociale, des dispositions où on peut aller au-delà de cela sans pour autant heurter la vérité spirituelle qui est au bout de ces interdictions. Et c'est comme ça que la nuit, quand vous balayez, vous n'acceptez pas et vous ne dites pas que vous balayez. Vous dites simplement, chez moi maintenant, à Bouillé-Boudoum, je suis en train de rechercher mon épingle qui est tombée par terre, c'est ça que je recherche. Ou on dit à go une formule pour demander l'autorisation pour faire ce qu'on a envie de faire. Qu'elle soit fondée ou pas, ces croyances qui traversent les âges contribuent à réguler les comportements en société. Le non-respect de ces interdits serait à la base de bien des maux dont souffrent les humains. Et voilà qui boucle ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Restez avec nous pour la suite des programmes sur Canal 3 Bénin.